Bonsoir à toutes et à tous, on va démarrer dans un instant. Le temps d'accueillir mes deux premiers invités. Mais venez, messieurs. On va pouvoir s'installer. Alors, le temps qu'on nous ramène un troisième micro, j'ai une petite introduction à faire si ça ne vous dérange pas. Comme ça, après, on aura chacun notre micro. Je te donne déjà le tien. Bonsoir à toutes et à tous, à vous qui êtes ici avec nous en salle et également à toutes celles et ceux qui nous suivent via le live. Je précise justement pour toutes les personnes qui nous suivent via le live que vous pouvez commenter via le chat et également poser toutes vos questions. On les adressera à nos invités en fin de table ronde, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça, de poser toutes vos questions. Pour commencer, j'aimerais vous partager un chiffre. 10 millions. 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées tous les ans en France, dans les foyers, ce qui représente à peu près 30 kilos par personne et par an. 10 millions, c'est également le nombre de personnes qui pourraient être nourries durant un an, soit plus que la part de population française dans le besoin. Et si on s'intéresse à l'échelle mondiale, environ 30% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, tandis qu'1 million de personnes souffrent de la faim. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de gaspillage alimentaire? En fait, les enjeux, ils sont multiples. Déjà, pour assurer la sécurité alimentaire de tous, pour réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre, pour préserver les ressources naturelles, on parle de la terre, de l'eau, de l'énergie, et puis aussi pour améliorer la qualité des aliments. L'ONU, encore récemment, parle d'un problème immense, coûteux, au niveau environnemental, social et économique. Alors les choses avancent, certes, mais c'est clairement insuffisant. Pour rappel, les objectifs de développement durable prévoient entre autres de réduire de moitié la quantité d'aliments gaspillés d'ici 2030, à la fois par les acteurs de la distribution, mais également par les consommateurs. Au moment où on se parle, peu d'acteurs ont mis en place des mesures concrètes et pourtant, s'ils passaient à l'action, les pays ayant signé ces objectifs pourraient impacter près de la moitié de la population mondiale. Et en France, alors en France, l'arsenal législatif français s'est renforcé, notamment avec la loi 2016. Il y a également différents acteurs qui font bouger les lignes. Et puis, il y a eu la pandémie. Et la pandémie, elle a quand même changé pas mal de choses, notamment le système alimentaire est devenu, enfin, je sais pas, un sujet central de notre société. Et la pandémie nous a contraints aussi à repenser de manière peut-être un peu plus globale notre système alimentaire. Alors la question qu'on va adresser ce soir, c'est comment l'offensive s'organise contre la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pour répondre à cette question, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Arash de Rambarche, qui est adjoint au maire à l'origine de la loi contre le gaspillage alimentaire de 2016, et également prix Win-Win 2019. Également Jean Moreau. Salut Jean. Bonsoir à tous. Cofondateur de Phoenix, on en parlera juste après. Et il n'est pas là, mais il va nous rejoindre dans un instant parce qu'il est en direct d'Abidjan, s'il vous plaît. On se connectera tout à l'heure avec Patrick Texera, qui travaille pour le Programme alimentaire mondial et qui est également prix Nobel 2020. Alors pour commencer, Arash, en 2016, rentre en application la loi contre le gaspillage alimentaire, dont tu es l'initiateur. Qu'est-ce qui change à ce moment précis en France ? Ce qui change en fait, c'est que c'est la faim, c'est qu'on a un taux de pauvreté qui augmente. Et ces personnes qui ont faim, c'est ce que j'appelle la classe moyenne invisible. Ces personnes qui peuvent être des professeurs, des instituteurs, donc des couples, des étudiants, des femmes qui élèvent 2 enfants seuls et qui n'ont plus de quoi manger et qui n'ont plus d'argent sur leur compte en banque après le 10, le 15 de chaque mois. Et en face de cela, on avait un scandale, c'est-à-dire le scandale du gaspillage alimentaire. Entre 15, 20, 30, 40 kilos de nourriture étaient jetés tous les soirs dans chaque poubelle. Il a fallu interpeller des parlementaires. C'est à ce moment-là que j'avais interpellé, pas encore le maire, mais le député, qui était Jacques Ossowski, qui est ici, et vous pouvez l'applaudir. Il a été l'un des premiers qui est venu signer cette proposition de loi pour que les invendus alimentaires ne puissent plus être jetés dans les poubelles, mais puissent être jetés, puissent être redonnés aux associations caritatives. Cette loi est très simple, elle a été votée à l'unanimité le 3 février 2016, et elle a été passée en application le 11 février.
Elle est très simple. N'importe quelle association peut réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Sinon, c'est une amende de 10 000 euros. Cette loi commence déjà à faire ses effets. Il y a plus de 10 millions de repas qui sont redonnés aux populations, aux associations caritatives. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. Mais la loi ne peut pas tout changer. Elle ne peut pas remettre à plat un scandale. Il faut que les forces vives, les citoyens, les entrepreneurs puissent combler ce déficit, ou en tout cas ce problème d'application. Et c'est là où on a besoin d'avoir des entrepreneurs comme Jean Moreau, qui va parler d'ici peu, qui avec sa start-up, qui est seul sur le marché, en tout cas dans ce cas de figure, qui a pu faire en sorte que l'application de la loi puisse être optimum, c'est-à-dire mettre en lien les supermarchés avec les associations caritatives. Et on en parlera juste après. Ce qu'a mis en place Monsieur le maire dans cette ville est un vrai laboratoire pour toutes les communes françaises. Alors, Jean, toi, tu t'es emparé du sujet avant même que le cadre législatif soit posé. Il y avait, donc, tu lances Phoenix en 2014, si je ne dis pas de bêtises. À ce moment-là, il y a juste le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui avait été signé en 2013. Quel a été le déclic pour toi personnellement et comment est né Phoenix ? Alors, bonsoir à tous. Moi, le déclic, il a été double. Il y a eu un déclic un peu philosophique qui est devenu presque une tendance générationnelle, qui est la volonté de poursuivre une quête de sens et d'avoir un travail qui ait de l'impact positif, et qui soit certes un revenu, mais qui quelque part donne l'opportunité à chacun de contribuer à la transition sociale, écologique de la planète. Donc moi j'ai voulu mettre mes compétences, mon énergie au quotidien au service d'une cause qui me parlait, donc anti-gaspi et solidarité. Et auparavant j'étais dans la finance, donc un gros changement de carrière. Et le deuxième déclic, c'était une expérience personnelle que vous avez tous vécue, je pense, mais quand on part en week-end prolongé ou quand on part en vacances l'été et qu'on se retrouve avec des frigos plein et qu'on se retrouve à devoir jeter des fruits et légumes ou des yaourts parce que ça on n'est pas là pendant 3 semaines et que ça va pourrir. Et donc Phoenix est parti du gaspillage chez le consommateur, dans les frigos, dans les placards, les biscuits, les céréales qu'on oublie et la date est dépassée. Et après, par pivot successif et par ajustement du business model, on a atterri sur ce que racontait RH et sur lequel je vais revenir. Mais voilà un peu l'étincelle de Phoenix, quête de sens et intuition sur le gaspillage alimentaire dans mon foyer. Et pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas Phoenix, est-ce que tu peux juste nous rappeler c'est dans mes cordes, Je l'ai fait un paquet de fois, donc je vais essayer de refaire à nouveau avec le même feu sacré que depuis 2014. Non, alors Phoenix, on a fait le même constat qu'Arrache, c'est-à-dire qu'il y avait de la place pour connecter ceux qui avaient trop, les supermarchés, les magasins et les usines aussi, les centres de production directement, avec ceux qui n'avaient pas assez. Ceux qui n'ont pas assez, ce sont les assos caritatives, les plus fragiles, les plus précaires. Et puis les consommateurs aussi en quête de pouvoir d'achat avec des revenus pas forcément suffisants pour boucler les fins de mois. Et donc pour ces deux populations, on a proposé 2 services complémentaires. Le premier et le principal, c'est qu'on digitalise et on généralise la fin de vie des invendus et le don alimentaire des produits en fin de vie, donc les palettes dans les Carrefour, Intermarché, Super U, Franprix, Bio C'est Bon, Biocoop. Donc on fait en sorte que la loi soit applicable de façon fluide, efficace, en étant intermédiaire entre les donateurs et les récepteurs associatifs. Et donc on vient combler les trous logistiques, technologiques, pour que tout soit fait de façon efficace et digitalisée. Et ça, c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans. Et on s'est aperçu qu'il y avait des petits volumes plus éclatés. Alors c'était les excédents d'une boulangerie, par exemple, 2 jambons beurre, une baguette, ou alors d'un primeur. Et là, aucune asso se déplace pour récupérer 3 pains au chocolat dans un petit commerçant de quartier. Et donc il fallait qu'on trouve un exutoire pour ces invendus-là. Il s'est trouvé que le consommateur, donc vous et moi, était un bon canal d'écoulement pour les petits flux des petits commerçants individuels, là où les assos n'allaient pas parce que c'était pas assez intéressant. Et donc voilà comment on a créé une application Phoenix, c'est l'application mobile qui est sur tous les stores, que vous pouvez télécharger dès à présent, et qui permet aux consommateurs de faire à la fois un geste pour la planète, en sauvant des paniers d'invendus à petit prix, moins 50 ou moins 60%, et tout en faisant un geste pour son portefeuille aussi. Donc on arrive à aligner la problématique de pouvoir d'achat économique avec le fait de faire un petit geste de colibri contre le gaspillage. Et donc voilà, on a maintenant des consos et des assos, et c'est tous ensemble, avec les startups, avec les collectivités territoriales, qu'on va réussir à combattre le gaspillage, chacun son rôle, les gros volumes pour les assos, les petits volumes pour les consos, et nous au passage en intermédiaire pour organiser tout ça.
Alors, on parlera de la suite de Phoenix, mais ça sera plus tard. En attendant, Arash, tu es en charge du développement durable. Comment est-ce qu'au niveau local, comment est-ce que les collectivités peuvent-elles faire bouger les lignes en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire? Il faut d'abord une volonté politique, clairement. Juste avant les élections municipales de 2020, j'ai eu une discussion avec monsieur le maire. Et monsieur le maire m'a dit, voilà, moi je veux que dans le prochain mandat, si je suis élu, si je suis réélu, je souhaite en faire un des projets de mon mandat. Donc on en a parlé ensemble concrètement. Et c'est là où j'ai vu vraiment la différence avec des élus qui font beaucoup de blabla, de baratin. Il m'a dit, on y va, et on y va vraiment. On a fait signer une charte contre le gaspillage alimentaire au conseil municipal le 9 décembre. Donc on est élu en juillet. Le 9 décembre, donc 4 mois à peine après, on avait déjà, notamment grâce au service développement durable, Sébastien Legrand, Joanne Corredo, qui font un travail formidable. Monsieur le maire et tous les élus de notre conseil municipal ont voté pour une charte contre le gaspillage alimentaire. C'est une première en France, qui a une forme symbolique et qui est une application de la loi du 3 février 2016. Et le 3 février, nous avons réuni tous les directeurs de supermarchés. Nous avons une vidéo, si on veut bien la passer, pour que vous puissiez tous voir comment ça s'est déroulé cette journée. Quand on regarde des courbevoisiens, simplement, je ne parle pas des autres villes, des courbevoisiens qui ont des difficultés, et on s'aperçoit que de plus en plus, avec la Covid, parce qu'on sait qu'il va y avoir du chômage, il y en a déjà, on se dit quand même, ne gâchons pas, essayons d'apporter le maximum, pour au moins apporter un petit peu de soleil à ces courbevoisiens. Le gaspillage alimentaire est au cœur de notre mission, c'est un combat qu'on porte avec Phoenix depuis 2014 et on est content, grâce à la ville de Courbevoie, grâce à Arash, grâce à monsieur le maire, que ça devienne une cause municipale et puis bientôt locale, régionale, un jour national. On avance dans la bonne direction avec l'énergie qu'il faut. Alors, la loi contre le gaspillage alimentaire a été votée le 3 février 2016. Aujourd'hui, nous fêtons les 5 ans. Phoenix y a œuvré très amplement. Cette loi a permis la distribution de plus de 10 millions de repas. Chaque année, c'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que cette loi s'applique partout. Et qui mieux qu'une commune, qu'une municipalité pour faire appliquer sur son territoire cette loi. D'où la signature de la charte contre le gaspillage alimentaire à Courbevoie aujourd'hui, 3 février 2021. Et nous avons réuni ici tous les dirigeants, tous les gérants de la grande distribution pour qu'il y ait un partenariat avec Phoenix, pour que l'acheminement en fait du don des invendus alimentaires puisse se faire de façon, on va dire, beaucoup plus fluide entre les associations et les supermarchés. Je pense que la volonté de la municipalité de mettre en application va nous aider et va nous permettre d'avoir davantage de produits à distribuer en relation avec les commerces directs de Courbevoie. L'économie, elle est vraiment importante puisqu'on gère à la fois la proximité et ça nous donnera de la réactivité obligatoirement et les produits dont on a besoin pour distribuer aux bénéficiaires. Vous pouvez applaudir monsieur le maire grâce à cette initiative.
pourquoi je disais en fait, Caroline, pourquoi je disais que la politique, ça a quelque chose d'important? Parce que aujourd'hui, après la mise en œuvre de cette charte, donc le 3 février 2021, je me perds avec les dates, 2021, aujourd'hui, on a sauvé à Courbevoie plus de 46 000 repas grâce à ce partenariat. Pour les étudiants, les classes moyennes, les personnes retraitées, ces nourritures en fait sont réacheminées automatiquement vers l'épicerie sociale, le CCAS et toutes les associations caritatives. Et donc c'est une vraie action concrète qui permet aussi de façon transversale d'être utilisée par tous les élus qui sont présents notamment, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour les solidarités, que ce soit pour la restauration collective. Et nous allons continuer, parce que je vous annonce que le 13 octobre prochain, au prochain conseil municipal, nous voterons la deuxième charte, qui sera une charte sur les hôpitaux et les cliniques. Et nous continuerons comme ça tout au long du mandat pour une signature d'une charte. Il y aura sur la restauration, donc il y aura les boulangeries, il y aura évidemment sur la restauration collective, scolaire, les hôpitaux, les EHPAD, et ainsi de suite. Donc le changement se fera dans tous les secteurs d'activité dans notre ville à Courbevoie. Je crois qu'il y a aussi un sujet de carte interactive, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, ça sera également une proposition que nous ferons. Il faut évidemment que notre adjointe au maire chargée de l'éducation puisse également faire valider. Ce sont des discussions entre élus, hein, évidemment, mais après c'est du bon sens sur la restauration scolaire, par exemple, on aura le temps d'en parler. Alors, je citais en introduction les objectifs de développement durable, les ODD qui fixent un cap. Le pacte national s'est achevé l'année dernière, on en attend la synthèse. Le cadre législatif, lui, impose des obligations, voire des restrictions. Qu'est-ce qui bloque, en fait? Et finalement, comment on fait pour viser plus loin et aller plus vite? Jean. Alors ouais, de mon point de vue, alors, il y a beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction quand même, donc on peut commencer par se féliciter, parce que la France a un gros temps d'avance, mais nous, enfin, chez Félix, on a un pied en Europe, Espagne, Portugal, Belgique, Italie, et donc la France est de très loin le pays le plus mature sur le sujet, donc c'est une très bonne chose. Donc un petit cocorico. Après, ce qui peut être amélioré encore à ce stade, à mon avis, il y a deux choses. La première, c'est déjà de mettre en application cette loi, puisque donc, c'est une loi qui a été portée par Arrache, qui date de 2017 et qui prévoit, comme il l'a dit, à la fois potentiellement des peines pénales et en plus 10 000 € d'amende par infraction constatée sur le papier. Après, dans la vraie vie, je ne sais pas encore qui est cette police du gaspillage. On ne l'a pas beaucoup vu chez nos clients sur le terrain. Et les seuls vraies mise en lumière de manquements, c'est Arrache qui les a mises en lumière avec un huissier, mais à titre privé. Donc je pense que la première étape, c'est faire appliquer cette loi, parce qu'aujourd'hui, elle existe, elle a fait beaucoup de bruit, elle pousse dans le sens de l'histoire, et c'est du vent dans le dos pour l'anti-gaspi, mais concrètement, il n'y a pas beaucoup de peur du gendarme sur le terrain dans les magasins, puisque en fait, que ce soit la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, ou une autre entité n'a pas les moyens, en tout cas n'a pas mis en place ces contrôles sur le terrain. Donc c'est mon principal point. Et puis l'autre point en miroir, c'est toujours de consolider, de solidifier. Alors ça, c'était plutôt le bâton. Et puis il y a une carotte qui est que pourquoi les magasins jouent le jeu aussi? Un, parce qu'ils n'ont pas le choix, et deuxièmement, parce qu'ils s'y retrouvent économiquement. Et donc le don des invendus donne droit à une réduction d'impôt. Donc c'est gagnant-gagnant-gagnant. Les produits sont gratuits pour les assos caritatives. Le magasin économise les frais de destruction, fait un geste pour la planète et en plus il récupère une petite réduction d'impôt au passage. Donc il y a un dispositif contraignant et un dispositif incitatif et les deux sont très complémentaires, mais il faut que les deux soient pérennisés et mis en place pour de vrai sur le terrain. Arrache pour compléter. Je vais compléter ce que dit Jean. Il y a une chose très importante que les citoyens doivent savoir. Il y a une chaîne alimentaire. On a une première. Sur cette chaîne, vous avez 4 points. Vous avez la production. La production est composée de paysans, de producteurs. Ce deuxième point, c'est ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est notamment les abattoirs. Troisième point, c'est la distribution. C'est ce que nous avons vu avec les supermarchés. Et quatrième point, le consommateur. C'est vous, moi et chacun de vous ici. Le producteur, qui est le premier point, est pris au piège. Il est pris au piège sur 3 points qui est imposé par le cahier des charges des distributeurs qui représentent 70% de la distribution française. Donc il y a un monopole de la grande distribution qui impose derrière les prix, qui impose la qualité et la quantité. La qualité, on impose par exemple de mettre sur les aliments, les fruits et les légumes notamment, des produits toxiques. On impose des prix exubérants. Et puis derrière, sur la quantité, on demande des prix, des quantités incroyables qui parfois même polluent les terrains. Le problème là-dessus, c'est que si le politique ne vient pas encadrer,
ça ne marchera jamais. Et on l'a vu par exemple avec la loi sur le gaspillage alimentaire. Il y a eu une évolution, c'est pas encore optimum, mais il faut que le politique s'empare de ce sujet. Ça passe par de la pédagogie, c'est ce que nous avons fait avec la ville de Courbevoie, mais ça passe évidemment par la répression. Ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Et j'ajoute qu'il y a une autre dynamique qui monte très fort, c'est le pouvoir des réseaux sociaux, des photos. Et donc quand les consommateurs sont choqués par des poubelles qui débordent, parfois une photo, un post sur une page Facebook d'un magasin ou un tweet qui part dans les tours, ça fait autant réagir une enseigne que ce qu'on s'est dit jusque-là. Donc les consommateurs ont aussi le pouvoir de faire trembler les gros de l'alimentaire qui ne joueraient pas le jeu de la loi anti-gaspi. Jean, c'est ma question. I have a dream. Quelle est ton ambition pour Phoenix dans les 10 prochaines années, pardon ? Alors, avoir la même dynamique à l'étranger, notamment en Europe, que celle qu'on a eue en France, parce qu'on a la chance d'avoir créé une belle PME, parce qu'en France, on a créé 230 emplois autour de l'activité anti-gaspi, dans les territoires, puisqu'on a des gens qui sont à Toulouse, à Bordeaux, à Dijon, à Marseille, donc on a un ancrage local qui est assez fort, parce qu'il faut être au plus près des magasins pour les coacher, des assos, des centres logistiques, des usines, des consommateurs aussi pour les paniers. Donc on a créé de l'emploi dans une vingtaine de villes en France et on va continuer. Maintenant, il faut que le gaspillage, c'est un sujet mondial et il y en a partout malheureusement. Donc on veut construire un champion européen, champion français au niveau européen de l'anti-gaspi. Donc on va étendre nos solutions, le don alimentaire et l'appli anti-gaspi dans les pays européens. Ça c'est le premier rêve que j'ai la nuit. L'expansion géographique. Et deuxième chose, c'est l'extension au non alimentaire. Parce que la loi anti-gaspi de 2016 a fait beaucoup de bien sur la partie alimentaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au 1er janvier 2022, ce principe s'étend au non alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on entend par là ? Interdiction de gaspiller, de détruire du textile, d'incinérer des fins de vie dans la fast fashion. Interdiction de détruire les jouets après Noël dans les stocks des entrepôts de marchands de jouets. Interdiction de détruire les médicaments, interdiction de détruire plein de choses qui sont très utiles pour les assos aussi, puisque c'est un gros besoin de nos partenaires associatifs. Les besoins primaires d'hygiène, de produits d'entretien, de sous-vêtements, de brosses à dents, dentifrice, déodorant. Donc voilà, on va aller chercher ces produits-là. Après avoir bien cadré l'alimentaire, on va aller aussi étendre ce principe d'économie circulaire et de zéro déchet au non alimentaire. Donc voilà mes deux rêves, expansion géographique et expansion sectorielle au non alimentaire. Deux belles ambitions. Est-ce que je peux me permettre de te poser la même question, Arash, à horizon 10 ans, à l'échelle nationale et locale, à quoi tu rêves en faveur, encore une fois, pour accélérer cette lutte contre le gaspillage alimentaire ? Que Monsieur le maire devienne ministre de l'Environnement et que moi je rentre dans son cabinet. L'ambition est posée. Et qu'on puisse, on vous suit. Et qu'on puisse faire appliquer ce qui est à Courbevoie partout en France. C'est également une belle ambition. Ce que je vous propose, c'est qu'on va, la régie, si on peut se connecter avec Patrick depuis Abidjan. Bonjour Patrick. Bonjour Caroline. Comment ça va ? Écoute, je vais très bien et je suis très heureux d'être parmi vous. Nous aussi, on est très Au moins en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui depuis Abidjan. Alors peut-être pour les personnes en salle, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous rappeler quelle est la mission et quelles sont les actions prioritaires du Programme alimentaire mondial ? Oui, bien sûr, Caroline. Permets-moi d'abord de rappeler les chiffres que tu as présentés tout à l'heure. Oui. Il faut savoir que bien qu'il y ait assez de nourriture pour les 7 milliards de personnes dans le monde, il y a 3 milliards de personnes, donc près de la moitié de l'humanité, qui ne peuvent pas se permettre une alimentation saine. Alors, dans un monde où les personnes touchées par la faim, justement, sont en augmentation depuis 2014, des tonnes d'alimentation comestible sont perdues ou gaspillées chaque jour. Alors, on estime que 811 millions de personnes se couchent le ventre vide chaque soir et près de 41 millions de personnes sont aux portes de la famine. Alors ça, c'est totalement inacceptable. Alors, je vais présenter justement ce que fait le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qu'on appelle le PAM, qui a été le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. C'est aussi le plus grand organisme humanitaire au monde. Et les actions prioritaires du PAM sont de sauver des vies et de changer les vies. Alors, le PAM sauve des vies en situation d'urgence, en utilisant l'aide humanitaire pour promouvoir la paix, la stabilité,
et surtout le redressement des personnes qui sont touchées, qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe et subissent aussi des effets des chocs économiques et climatiques. Alors moi, je suis le directeur intérimaire du Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition en Afrique, qui s'appelle le CERFAM. Donc, il y a un partenariat stratégique entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le PAM qui vise à appuyer les pays, justement, à avancer dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, surtout la lutte contre la faim et la malnutrition. Alors, le CERFAM est un centre de connaissances et d'échanges, justement, qui se base sur le partenariat, la coopération entre les pays du Sud, qui permet justement aux pays, entre autres africains, d'avoir accès aux meilleures connaissances, expertises qui sont disponibles. Et je viens d'entendre des exemples assez illustratifs de la part d'Arash et de Jean, justement, promouvoir des bonnes pratiques, des innovations, des solutions durables contre la faim et la malnutrition. Et ça à travers notamment des approches innovantes, mais aussi le déploiement d'experts. Alors, je vais un peu insister sur l'action du PAM justement dans cette thématique du jour, qui nous tient à cœur. C'est de savoir qu'en Afrique, la valeur des aliments perdus dépasse la valeur annuelle des importations de céréales. Alors, c'est énorme. Ces pertes exacerbent l'insécurité alimentaire, donc les gens n'arrivent pas à remplir leurs besoins alimentaires, et affectent aussi l'environnement, donc par le gaspillage de terres précieuses, d'eau, d'intrants agricoles, d'énergie. Alors le PAM, justement, reconnaît l'urgence de cet agenda. Et pour ce faire, il a mis en place des actions concrètes. Donc la réduction des gaspillages, des pertes et des gaspillages alimentaires est l'une des 5 priorités identifiées par le PAM pour réduire la faim dans le monde. Donc, comment faire? Le PAM, en tant qu'organisation qui gère, déplace et distribue des millions de tonnes de denrées alimentaires chaque année, a décidé de mettre en place une stratégie pour optimiser les emballages. Alors, il est extrêmement important, puisqu'on distribue beaucoup, de protéger des aliments des dommages mécaniques lors de leur chargement, déchargement, transport et consommation. Ceci permet également de préserver leur qualité dans des conditions difficiles et des températures extrêmes. Alors, le PAM collabore avec les gouvernements et les partenaires au développement, notamment la France et d'autres qui viennent en appui, pour éviter des pertes post-récolte. Il faut savoir que les fermiers, très souvent, subissent beaucoup de pertes juste après leur récolte. Donc, il y a des actions qui sont faites dans ce sens, justement avec les agriculteurs, pour réduire les effets de l'impact climatique notamment. Alors, en Afrique subsaharienne, je vais vous donner un autre exemple. On appuie aussi à travers des programmes d'éducation, promotion de technologie, processus de transformation dont Arash parlait tout à l'heure. Il est très important de pouvoir transformer des produits qui soient d'abord attractifs pour les consommateurs, mais qui permettent aussi de réduire toutes ces pertes. Alors, tout dernièrement, le PAM a aussi eu une initiative avec des chefs cuisiniers qui, justement, à travers des campagnes très actives sur Facebook, sur YouTube, nous montrent des techniques pour réduire les astuces, pour réduire les pertes en cuisine et de toutes sortes. Donc, j'aimerais juste, avant de te repasser la parole, dire qu'il y a une campagne qui est en cours, Stop the Waste, stoppons le gaspillage, qui est vraiment un appel à tous pour aider à lutter contre la faim en évitant les pertes et les gaspillages alimentaires. Et pour ce faire, il y a des économies à faire. Alors, ces économies qu'on pourrait faire par ces pratiques positives pourraient revertir non seulement aux foyers, donc les ménages que vous êtes, mais aussi vous pourriez en faire des dons au programme alimentaire mondial qui pourraient les utiliser pour des populations qui en ont besoin. Merci Caroline. Merci beaucoup Patrick. En complément, quel message tu aurais envie d'adresser depuis Abidjan à la France aux différents acteurs? Je pense au gouvernement, aux collectivités, aux acteurs comme Phoenix qui s'engagent fortement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi aux personnes qui sont en salle aujourd'hui et qui nous regardent derrière leur écran. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Oui, question cruciale. Tout le monde se pose la question, tous ces acteurs, mais qu'est-ce qu'on gagne vraiment à réduire les pertes, le gaspillage alimentaire? Alors j'aimerais signaler, et là je vais faire des paroles d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, un peu ce message. Il nous rappelle que l'alimentation, c'est la vie. Alors c'est un besoin essentiel et un droit humain dans le monde actuel où près d'un tiers de la population mondiale n'a pas les moyens de justement subvenir à leurs besoins. Alors riches ou pauvres, jeunes ou vieux, chaque personne dans le monde a besoin de manger des aliments sûrs, nutritifs, qui leur procurent non seulement une bonne santé, mais leur permet aussi de vaquer à leurs occupations. J'aimerais aussi dire que la valeur de l'alimentation doit être comprise au-delà. Ce n'est pas une simple marchandise, c'est un droit pour les gens qui doit être réalisé. L'impact économique, social et environnemental doit être mieux évalué, atténué et exploité. Alors, pour répondre à la question, que peuvent faire les gouvernements, les collectivités locales, je dirais que les enjeux sont cruciaux et urgents. La pandémie que nous vivons tous a donné un nouvel élan au renforcement de la responsabilité de tous les groupes, quels qu'ils soient, pour assurer le bien-être donc de leur population, des peuples et de notre planète. Il est essentiel que nous repensions les priorités politiques, les valeurs sociétales fondamentales et les orientations stratégiques du développement dans cette prochaine décennie d'action qui nous attend. Alors, les institutions existantes devront renforcer les mécanismes qui existent pour renforcer cette responsabilité mutuelle entre tous les acteurs. Alors, nous venons d'un dialogue global de plus de 18 mois, le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, où les pays, tous les secteurs, les organisations, institutions et groupes ont combiné leurs efforts pour trouver des solutions. Ils ont dit pour les personnes, la planète et la prospérité. Alors, des alternatives existent. Je dirais que réduire le gaspillage alimentaire est une triple victoire. D'abord, améliorer l'accès à un régime alimentaire sain. 2, utiliser les ressources naturelles de façon plus efficiente. Et 3, réduire l'impact sur l'environnement. Alors, au commerce, aux industriels et aux enseignes de la grande distribution, et aussi aux consommateurs. Alors j'ai envie de dire que la France a des raisons d'être fière. Fière des avancées, vous en avez présenté et c'est ça nous inspire. Et aussi d'avoir des leaders comme Arash et Jean, qui tous deux ont fait de l'anti-gaspillage une action positive et solidaire. C'est une cause, je dirais même, c'est un sacerdoce. Alors, leurs actions ont besoin de soutien. Et pour ce faire, le soutien est nécessaire pour que justement on ait cet effet tache d'huile, boule de neige, qui puisse faire passer aussi des lois d'anti-gaspillage partout dans le monde. Et répliquer aussi les bonnes pratiques dont Félix a fait preuve, notamment les banques alimentaires. Parce que dénoncer le paradoxe ne suffit pas. Les gens du monde entier doivent agir. Et je dirais, il n'y a pas de petite action. Et il n'y a pas de temps à perdre. Alors, les changements pour réduire le gaspillage commencent par chacun d'entre nous. Et ce festival, justement, est une opportunité pour adresser ce message afin de bouger. Alors, nous devons changer nos habitudes pour passer à des modes de consommation durables, faciliter des transitions vers des régimes alimentaires plus nutritifs qui nécessitent moins d'intrants, moins de transport, créer des circuits plus courts, plus viables. Donc, en un mot, on doit réduire, on doit réutiliser et recycler. Ceux-ci sont les maîtres mots. Alors, de façon très concrète, pour tous ceux qui nous observent, qui vont dire « mais moi là, aujourd'hui, je peux commencer par quoi ?» Il faut déjà commencer à réduire les déchets en achetant vraiment ce dont on a besoin, utiliser aussi de façon efficiente et
faire les planifications. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu les astuces de Arash aussi par rapport à ça. Et moi, je me les applique à moi-même. Et je pense que nous sommes capables de faire la même chose. Alors, je voudrais conclure justement par un message, celui de Dr Agnès Kalibata, qui était l'envoyé spécial du système des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2021. Alors, elle dit ceci: il n'y a pas une seule réponse qui transformera nos systèmes alimentaires. Mais là où il y a une volonté, il y a un moyen. Non seulement la volonté, mais nous avons aussi besoin de l'énergie, de la passion, de la détermination de tout un chacun. Voilà comment nous pourrons y parvenir. Et je pense qu'à travers le festival et l'engagement de la mairie de Courbevoie, Monsieur le maire, Jean, Arash et bien sûr toi, Caroline, et tous ceux qui nous entendent, nous pourrons y parvenir. Mais l'urgence est là. Alors, prenons action. Merci. Oui, bien sûr. Patrick, bonjour. Tu m'entends? Salut Arash. Bonjour. Tout le monde t'entend, et monsieur le maire et tout le monde. Tu peux tous les saluer si tout le monde est là. On t'entend. Merci pour ton discours. Moi, j'étais allé au Congo-Brazzaville, où la loi est passée au Congo-Brazzaville. Je suis allé également en Afrique du Sud, où le président d'Afrique du Sud avait fait passer la loi. Il faut que tu t'engages à ce que la loi elle passe en Côte d'Ivoire maintenant. Mais écoute, le défi est lancé. Je pense qu'avec toi, on peut faire équipe avec toutes les âmes de bonne volonté. Et c'est un travail de longue haleine, mais tu as trouvé ton bonhomme. Ce que tu peux faire, regarde Patrick, ce que tu peux faire, voilà. Ce que tu peux faire, invite monsieur le maire qui viendra faire un discours pour dire comment il a, lui, fait appliquer la loi à Courbevoie pour que cette charte à Courbevoie se fasse en Côte d'Ivoire. Très bien, très bien. C'est parti. On va continuer les échanges pour voir comment... Ouais, j'ai dit le défi est lancé, donc ça va le faire. Et puis l'idée, c'est de pas s'arrêter en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut justement un effet boule de neige. Il faut que partout, justement, on puisse prendre conscience sur le fait que ceci ne peut plus continuer. Et il y a des pays qui ont montré la voie, il y a des exemples concrets, donc à nous de suivre, de ne pas réinventer la roue. Et puis, avec les appuis nécessaires, je pense qu'il est possible d'avancer dans la bonne direction. Un immense merci, Patrick, du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci à vous. On a lancé l'invitation pour Monsieur le maire, mais j'imagine que l'invitation est réciproque et que tu es fortement attendu à Courbevoie. Mais ce sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir pu partir à cause des raisons sanitaires que vous connaissez. Mais je veux dire, le festival Atmosphère et les actions de la mairie sont vraiment des inspirations pour moi. Et ce sera avec grand plaisir, en tout cas, que j'irai rendre visite et m'inspirer un peu de ce qui se fait à Courbevoie. Merci encore. Merci à toi. Au revoir. Est-ce que vous avez envie de réagir suite à l'intervention Non, c'est toujours inspirant. On vit dans un monde global. Cette époque où nous étions tous dans un vase clos est dépassée. Et je pense que Patrick Texera l'a très bien expliqué. Ce qui se fait ici à Courbevoie a un impact de l'autre côté de la planète. Ce que fait Jean Moreau est vu, regardé par d'autres. Alors on m'a posé la question plusieurs fois, on m'a dit mais pourquoi tu pousses autant Phoenix? Est-ce que tu as des intérêts dedans Et la réalité c'est quoi? C'est que lorsque je me suis vraiment impliqué dans le gaspillage alimentaire en 2014, j'ai regardé tout ce qui se faisait. Et je me suis dit, je savais très bien qu'une loi à elle toute seule ne pouvait pas changer le monde. Mais je savais très bien que des acteurs pouvaient, par leur pratique, par leur société, leur entreprise, pouvaient pousser la loi et la faire appliquer. Et il n'y a aucune autre société que Phoenix aujourd'hui qui peut aujourd'hui nous aider, nous, élus locaux, pour pouvoir la faire appliquer, cette loi. C'est pour ça que nous avons besoin de plus de Phoenix. Aujourd'hui, elle est là, mais il n'y en a pas en réalité. Oui, alors, on n'est pas les seuls à combattre le gaspillage. On est les seuls made in France et être dans l'économie sociale et solidaire, donc avec une échelle de salaire qui est encadrée et puis des dividendes qui sont plafonnés aussi. Il y a d'autres structures, notamment en nordique, au Danemark, qui ont juste la partie application.
Et là où nous, on est très vigilants chez Phoenix, c'est qu'il n'y ait pas de vase communicant entre la partie des volumes qui est revendue à prix cassé aux consommateurs, même si c'est très important que les consos puissent avoir du pouvoir d'achat en plus. Mais il faut être sûr, et c'est notre rôle, et c'est là où on a des garde-fous, que l'équilibre est bien respecté entre la partie qui sera sanctuarisée pour l'aide alimentaire, qui sont ceux qui en ont le plus besoin et le plus démunis, et celle qui va partir dans des paniers anti-gaspi pour des gens pour qui c'est un plus, mais pour qui c'est moins décisif. Donc là, nous, on est le seul arbitre qui a les deux solutions en magasin, en portefeuille, et qui sait avoir la main sur le robinet pour dire là, on arrête les paniers parce que ça déshérite trop la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, le Secours populaire. Donc c'est ça aussi notre force, et c'est là qu'on se différencie des autres et qu'on peut mieux gérer l'équilibre des redistributions. Il y a un point très aimant que je voulais rajouter, c'est que ça coûte 0 € pour le contribuable. C'est-à-dire que cette action que nous menons à Courbevoie coûte 0 €. C'est rare à dire. D'habitude, une action municipale ou politique, il y a un coût. Là, c'est 0 €. C'est-à-dire que j'aimerais bien que, Jean, tu puisses expliquer comment tu te fais rémunérer. Non, mais tu as raison de le préciser, parce que c'est simplement la mise en lumière d'une solution qui fonctionne, mais il n'y a pas de marché public, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de contrat entre la mairie et Phoenix. On est simplement référencé, et puis après les magasins, les différents commerces, que ce soit un Franprix, un Intermarché, un Primeur, un Super U, peut venir piocher ou pas dans nos solutions, signer ou pas avec Phoenix. C'est nous qui prenons la main, une fois que, après la charte, par exemple, on est allé voir le magasin qui était intéressé, qui avait signé la charte. Et un par un, des commerciaux de chez nous sont allés dire est-ce que ça vous intéresse, oui, non. Certains ont dit non, certains ont dit oui. La plupart ont dit oui parce qu'ils avaient compris l'intérêt et qu'ils veulent s'engager dans la dynamique de la ville. Mais voilà. Et donc nous, on est payé parce qu'on prend une commission sur les volumes qui transitent par notre plateforme. Mais c'est bien le magasin qui paye. C'est gratuit pour la ville et c'est gratuit pour la municipalité. C'est le magasin qui paye pour qu'on l'enlève ses invendus, de la même façon qu'il paye un prestataire de déchets pour lui enlever ses poubelles. Mais c'est quand même mieux que ça parte dans l'aide alimentaire plutôt que ça parte dans un incinérateur ou une décharge ou un enfouissement. Donc voilà comment on a trouvé un modèle économique qui soit gagnant-gagnant-gagnant. Et Jean, juste une dernière question. Est-ce que ce que tu fais là avec les supermarchés peut être décliné dans d'autres secteurs d'activité ? Oui, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Alors effectivement, sur l'alimentaire, là où on te rejoint, c'est que après avoir été très très centré sur la distribution alimentaire, on va aller voir ce qui se passe du côté des usines, c'est ce qu'on a déjà fait, et puis après dans la restauration collective, donc les restaurants d'entreprise, dans ceux qui sont hébergés à Courbevoie ou à la Défense, il y a beaucoup d'entreprises avec beaucoup de restaurants qui produisent beaucoup de repas par jour. On va voir ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, partout où il y a de la nourriture et du gaspillage. Nous, on rêve d'un monde sans gaspillage, c'est ça qu'on veut bâtir. Donc partout où il y aura du gaspillage, et notamment alimentaire, on ira le traquer, le combattre et le détourner de la poubelle et de la benne. Et bientôt le non alimentaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la volonté. Sur les secteurs que j'ai évoqués qui sont aussi très porteurs et où il y a malheureusement encore beaucoup de gaspillage. Donc le rêve clairement pour nous, c'est qu'il n'y ait plus de jour de collecte. La journée de collecte, pour moi, c'est un échec, pour nous tous. La journée de collecte des Restos du Cœur, c'est un échec. Si on arrive à faire appliquer la loi sur le gaspillage alimentaire, comme nous essayons de le faire à Courbevoie, je peux vous garantir qu'il n'y aura plus de collecte. Ouais, tu as raison. En fait, nous, on veut que le réflexe anti-gaspi soit aussi simple que ce qu'on a fait pendant des décennies, c'est-à-dire mettre à la poubelle. Et donc, il faut que la poubelle soit taxée, que ce soit plus cher de détruire que de donner. Et il faut que le geste de l'anti-gaspi, du don, soit le nouveau standard et soit une sorte d'évidence, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, où c'était presque l'exception. Et donc, c'est valable, comme je l'ai dit aussi, pour des produits non alimentaires auxquels on ne pense pas tout à fait, mais pas tout de suite, spontanément. Mais par exemple, des fleurs, des plantes. Donc, on travaille beaucoup avec des truffaut, des jardilandes ou des fleuristes de quartier. C'est pareil que de l'alimentaire, en fait. Un bouquet de fleurs, au bout d'un moment, il est en fin de vie et il est quasiment périmé, il est plus vendable. Mais au lieu de le mettre à la poubelle directement, qu'est-ce qu'on fait ? On va le proposer à des EHPAD, des maisons de retraite, des assos caritatifs, des hôpitaux, pour que ça vienne habiller et décorer des endroits qui en ont besoin, ce qui redonne un peu de gaieté, au moins quelques jours, quoi. Et sinon, c'est revendu à petit prix sur l'application pour des jardiniers en herbe ou des fleuristes en herbe. Donc voilà, l'alimentaire est très intuitif, mais quand on tricote autour, on voit qu'il y a plein de sujets qui sont intéressants sur lesquels on peut donner une seconde vie aux produits. Alors j'aime bien en général finir sur une question un peu boîte à outils pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui en salle, mais également les personnes qui nous regardent via le live. Quelles actions concrètes on peut mettre en place dans son quotidien dès demain ? Patrick nous en a déjà adressé quelques-unes. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin, individuellement, dans son foyer, mais peut-être aussi plus largement ? D'abord, bonjour les enfants. Bonjour les enfants, exactement. Venez, asseyez-vous, soyez les bienvenus. Comment on peut faire ? Voilà. La loi du 3 février 2016 a prévu dans son 3e paragraphe la transmission, l'éducation, et le fait de transmettre justement à cette jeune génération le fait
ce que c'est que la nourriture et de ne pas jeter. Donc cette génération-là va devoir prendre le flambeau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les élus fassent le boulot. C'est-à-dire que c'est ce que nous avons fait, nous, à Courbevoie, monsieur le maire. Tous les élus sont venus. C'est que ce sujet devienne ensuite un sujet d'intérêt général. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, le gaspillage alimentaire, c'est la faim. La lutte contre la faim. Il n'y a pas d'autre sujet que celui-là. Tant que des gens mourront de faim, ou en tout cas auront faim, nous devrons continuer cette lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'elle continue, elle continue, elle continue. Donc la transmission, l'intérêt général et le fait de pouvoir justement avoir des pratiques plus saines. Ne pas acheter, par exemple, quand on a le ventre plein. Respecter, par exemple, ses feuilles quand on va faire ses courses. C'est ce que me dit toujours ma mère, qui est présente. Elle me dit toujours, tu achètes trop de choses. Même moi, je suis le premier à faire des bêtises. Et ma mère me remet toujours à ma place à ce niveau-là. Jean ? Non, mais c'est des très bonnes astuces. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Il faut être plus ouvert et moins exigeant dans sa routine de consommation. Donc, il faut avoir moins peur des dates de péremption. Acheter un produit à J-2, J-1, c'est tout à fait possible, c'est souhaitable. Le manger le soir même, c'est très bien. Donc, il faut arrêter d'aller au fond des rayons chercher les références les plus longues. Ce qu'on fait tous, c'est moi le premier. Apprendre à lire les étiquettes. Voilà, il faut bien savoir lire les étiquettes et la différence entre la date de consommation jusqu'au et de préférence avant le, qui sont juste une recommandation. Deuxième chose, il faut être moins exigeant aussi en termes d'esthétique, de calibrage. Ne pas écarter un concombre un peu tordu ou une tomate un peu noircie ou une banane pareil qui a été un peu écornée. Voilà, il faut qu'on ait moins de standards esthétiques dans les cahiers des charges de la distribution, comme tu l'as dit, mais aussi nous en tant que consommateurs, ne pas reposer les fruits qui sont les plus abîmés, on peut les manger. Et puis après, le dernier conseil, c'est rien de très innovant, mais on remet à la mode les recettes de nos mères ou de nos grands-mères, donc retravailler les restes et être inventif dans la façon dont on cuisine, et pour ne pas laisser mourir des produits dans son frigo, dans son placard. Donc voilà, c'est des choses que faisaient naturellement nos parents, nos grands-parents, et dans la société d'hyperconsommation dans laquelle on a été poussé, on a un peu perdu ces bons réflexes, mais j'espère qu'ils vont vite revenir au galop à la surface. Alors, ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes juste avant de passer à la remise des prix de la ville. Durant ces quelques minutes, on va peut-être pouvoir prendre quelques questions en salle, mais également via le live. Je rappelle que si vous êtes connecté avec nous et que vous nous regardez depuis votre écran, vous pouvez poser toutes vos questions via le live. Elles seront adressées directement à nos invités sur scène. On a quelques minutes pour des questions-réponses. N'hésitez pas. Qui souhaiterait poser la première question ? Madame, on va vous... Hop. Ah pardon, excusez. Alors, on arrive tout de suite. On a une première question juste ici et après on vous ramènera le micro. Merci beaucoup. On vous écoute. Moi, je voulais savoir, il y a des enseignes de magasins bio. Vous avez parlé de la grande distribution en parlant de Carrefour, Franprix, etc. Est-ce que les magasins bio font partie aussi de cette chaîne pour vous ? Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, ceux qui jouent le jeu avec nous, ce sont essentiellement deux réseaux. Il y en a quelques-uns sur Courbevoie quand même. Oui. Alors nous, on a La Vie Claire et Biocop. Je cite des marques, mais je sais pas. Oui. Après, Biocop, c'est un réseau de coopératives. Donc chaque magasin décide ce qu'il fait, grosso modo. Il a des directives du siège, mais il est libre de les suivre ou pas. C'est pas un magasin intégré au sens très hiérarchique du terme. Mais ces deux réseaux jouent le jeu et on est très content de les avoir. D'ailleurs, ce sont les paniers qui partent le mieux. Et ce sont les produits qui sont aussi le plus demandés par les assos, le bio, parce que tout le monde a droit à une alimentation de qualité. Oui, les monsieur qui est précaires intervenu aussi. Tout à l'heure, justement, a mis l'accent sur la qualité des aliments. On a aussi des Naturalia. Il y a Naturalia aussi. Absolument. Donc, La Vie Claire. Et le groupe Monoprix. Naturalia, La Vie Claire et Biocop sont des gens qui sont très engagés dans l'anti-gaspi. Très bien, merci. On avait une deuxième question au deuxième rang. Juste ici, pardon. Merci beaucoup. Le micro arrive. C'est à vous. Bonsoir. Merci à Jean Moreau pour tout ce travail d'industrialisation de la logistique là, entre les centres de les centres de distribution et ceux qui ont besoin. Ma question était: comment pouvez-vous aussi travailler avec les acteurs locaux, tous ceux qui travaillent sur les enjeux de recyclerie, de circuits courts, Emmaüs France, par exemple, qui travaille sur tout ce qui est recyclerie. Comment, avec ces acteurs-là locaux, vous arrivez aussi à les entraîner dans vos actions ?
Alors pour l'instant, on est quand même très centré sur l'alimentaire. Donc les recycleries qui font plutôt du non-alimentaire sont pas encore des partenaires au même niveau que les autres. Après, l'autre élément de réponse, c'est que je pense que Phoenix, pour être transparent, on travaille avec les deux types d'associations caritatives. Donc on a les gros réseaux très centralisés et très puissants que vous connaissez, Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire, pour qui on est un plus, parce qu'on apporte des produits gratuits. Mais je pense qu'on est encore plus utile pour les petites assos de quartier qui n'ont pas la puissance de feu des Restos du Cœur, qui n'ont pas la puissance financière des banques alimentaires, qui n'ont pas ces réseaux politiques et communicationnels. Donc en fait, on est encore plus des Robins des Bois pour les petites structures de quartier indépendantes, les petites assos méconnues, qui ont peu de bénévoles, peu de moyens, et pour qui il y a vraiment un avant-après Phoenix, où grâce à nous, ils ont accès à beaucoup plus de flux de façon plus récurrente, de meilleure qualité. Donc oui, on travaille avec le tissu local. Et on ne travaille pas qu'avec les grands réseaux intégrés et très connus. Et je pense que les deux sont complémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste ici, merci. Merci beaucoup. Alors moi, je suis restauratrice, mais j'ai beaucoup de mes collègues restaurateurs qui hésitent à donner parce qu'ils ont des produits à emporter avec leur marque dessus. Et si on distribue via une association à quelqu'un, cet usager va le prendre chez lui et il devrait le manger dans la journée, le mettre au frigo, pas le mettre au frigo. Il tombe malade. Il y a le nom du restaurateur avec sa marque sur le plat qui a été donné. Ce qui a été fait après n'a pas été respecté. Et la personne qui a reçu le plat peut se retourner contre le restaurateur. Et il y a beaucoup de mes amis restaurateurs qui finalement préfèrent jeter que de donner pour pas prendre le risque que la personne qui reçoit le don gère mal le don et tombe malade et se retourne contre le restaurateur ou écorne l'image de marque du restaurateur. Alors la loi de février 2016, justement, a prévu l'instauration du doggy bag, qui est entré en vigueur donc le 1er juillet 2021, cet été. Et du coup, il y a un transfert de responsabilité. C'est prévu dans la loi. Donc du coup, quelqu'un qui essaye d'engager votre responsabilité pénale ne peut plus depuis le 1er juillet 2021. Donc vous êtes sain et sauf, je dirais. C'est la transcription d'un principe qui existe dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada et aux États-Unis, qui s'appelle la loi du bon samaritain. À partir du moment où on a donné avec une intention solidaire et noble, on ne peut pas être poursuivi en justice. Donc c'est un principe qui existe aussi en France maintenant. Mais qui n'est peut-être pas assez connu visiblement. Donc, on le fera savoir, en tout cas. On a le temps encore de prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions en salle ou sur les réseaux? Je ne sais pas. Non, a priori. Une dernière question? Ah, là-haut. Bonsoir madame. Bonsoir. Donc moi j'ai une petite question. Avez-vous également pensé aux compagnies aériennes et aux grands hôtels en fait pour récupérer denrées alimentaires? Tu nous diras si tu as pensé dans le cadre réglementaire, mais d'un point de vue opérationnel, la réponse c'est oui, on y a pensé. Dans les hôtels c'est possible et on le fait. Dans la restauration aérienne, le problème auquel on s'est confronté, il y en a deux. Un, c'est les droits de douane dans les zones portuaires qui sont des zones un peu pas des zones tampons quoi, européennes, ce qui vient de l'extérieur. Enfin, il y a des problématiques de TVA entre ce qui vient de l'étranger, ce qui est hors UE, inter-UE, Brexit, etc. Donc on ne sait pas clair la propriété de la nourriture. Et deuxième chose surtout, le plus gros frein pour nous, c'était les contraintes, qui se comprend très bien, hein, mais les contraintes sécuritaires dans les aéroports. Et donc faire venir un camion d'une association avec des bénévoles qui changent, qui ne sont pas tous référencés, dans les coulisses d'un aéroport, ça faisait peur aux gens qui gèrent les aéroports, ce que je peux comprendre. Donc on est face à deux objectifs très prioritaires, mais aussi contradictoires, de sécurité d'un côté et d'anti-gaspillage et de solidarité de l'autre. Et pour l'instant, c'est la sécurité qui a gagné. Et on s'incline devant ça. Mais en tout cas, il y a des gisements, il y a des problèmes. Les solutions sont compliquées à mettre en œuvre pour ces raisons-là. Il y a une question juste ici, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors en premier lieu, je voulais remercier monsieur Desrembaches pour tout ce qu'il a fait pour la planète, parce que finalement, si on regarde, c'est quand même conséquent. J'ai bien entendu ce qu'il a dit au départ, notamment son projet de servir M. Kossowski comme ministre. Donc la question était, une fois que les objectifs auront été atteints, quel est votre second projet pour la suite? Sur la loi? Non, je parle dans l'absolu. Une fois que vous aurez réussi à lutter contre le gaspillage et que tout le monde mangera à sa faim, quel est votre second projet? Moi, je considère qu'on n'est que de passage. Donc, juste après, je ferai plutôt mon métier d'avocat.
Très bien, je crois qu'il est l'heure et que c'est le moment de la remise des prix. Merci beaucoup, un immense merci pour votre présence ce soir. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire et on a eu voilà, plusieurs actions concrètes à appliquer dès demain. Merci beaucoup et bonne soirée. Donc nous avons créé des prix pour les meilleures initiatives dans notre ville. C'est une première. Je voulais remercier Monsieur le maire d'avoir porté vraiment ce projet de façon globale. Nous allons offrir 4 prix ce soir. Le premier prix, est-ce qu'on peut mettre l'affichage? Alors, on a la meilleure initiative pour le meilleur commerçant, la meilleure initiative périscolaire, la meilleure initiative citoyenne, et puis Monsieur le maire remettra le grand prix de la ville à un citoyen. Et donc, j'appelle le premier élu. Alors, quelle est la première initiative qu'on doit récompenser? L'initiative citoyenne. Alors, Laetitia de Villard, Bénédicte Jean, vous pouvez les applaudir. À qui allez-vous remettre ce prix? Et pourquoi? Oui. Ça va, parfait. Je vais remettre le prix en fait à des habitants que l'on a eu la chance de rencontrer il y a 2 ans, lorsque la ville a organisé des événements l'été à destination des Courbevoisiens. Et nous avions entrepris d'installer un potager éphémère au parc de Bécon. Et nous avons croisé, lors de l'installation de ce potager éphémère, des habitants qui sont venus s'en occuper régulièrement. Et lorsque ce potager éphémère est parti et devait s'en aller du parc de Bécon, certains habitants se sont manifestés pour récupérer des éléments de ce potager pour l'installer dans leur copropriété. Et donc du coup, on a trouvé ça très pertinent de se dire que c'était un moment de convivialité, un moment de partage, et qu'au-delà d'un événement ville, les gens pouvaient se le réapproprier pour ensuite l'installer chez eux et créer à nouveau un moment de partage et de convivialité au sein même d'une copropriété. Et c'est ce qui nous a touchés, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est une initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'à partir d'un événement, on pouvait le dupliquer chez soi et on pouvait créer du lien et vivre ensemble, tout simplement, un mot tellement galvaudé, mais pourtant qui a beaucoup de sens. Donc c'est pour la raison pour laquelle on a choisi de remettre ce prix à son représentant, celui qui a impulsé dans sa copropriété ce développement de potager participatif au sein de sa copropriété. Et donc, c'est Monsieur Berstein qui est là avec toute sa famille. Alors, on lui avait demandé avec Bénédicte de venir en famille parce que pour la petite histoire, c'est grâce à son fils qu'on a planté ensemble des choses et qu'on s'est occupé des plantes ensemble. Et du coup, on a discuté longuement, plusieurs fois, puisque pendant l'été, on se retrouvait régulièrement. Pas volontairement, mais comme ça. Et du coup, voilà. Donc, ils sont venus ensemble et ils ont emmené une partie de leur récolte pour l'offrir à vous, Monsieur le maire. Voilà, pour que vous aussi, vous puissiez peut-être le planter. Voilà. Donc, tenez. Alors tout d'abord, merci beaucoup. Alors je vais vous expliquer un petit peu cette petite histoire, mais brièvement. Donc, je suis dans le développement durable depuis 2004. Je suis à l'initiative d'un certain nombre de lois. Et au niveau personnel, j'interviens auprès des entreprises innovantes et auprès des collectivités locales pour essayer de justement
grâce aux entreprises innovantes, on peut répondre à un certain nombre de problématiques dans le monde, que ce soit la gestion des récupérations d'eau de pluie, tout un tas de sujets, le gaspillage alimentaire. Et quand il y a eu le premier confinement, les parcs et les jardins étaient tous fermés, forcément. Et nous, on avait un jardin qui avait... en fait, c'était juste un lieu de passage. Personne ne l'utilisait. Et on avait décidé, avec les habitants, de se relayer pour que les enfants puissent avoir un espace de jeu. Et on s'est rendu compte que les personnes âgées regardaient par la fenêtre les enfants jouer. Donc on s'est dit, bon, c'est dommage, il n'y a pas assez de liens, il y a des gens qui sont isolés, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse recréer du lien? Et il y a eu donc en août cette très belle initiative de la mairie, donc j'ai discuté avec l'entrepreneur, et l'idée a maturé auprès de la copropriété. J'ai proposé de récupérer, on a acheté, mais on a récupéré un certain nombre des caisses, et puis on a aussi créé d'autres caisses par nous-mêmes, et on a mis aussi un banc. Et du coup, quand il y a eu le deuxième confinement, chose qui était assez intéressante, c'est que on a vraiment créé du lien, et les gens ont commencé à utiliser ce jardin potager, où l'idée, pour en revenir aussi au gaspillage alimentaire, c'était au lieu de planter des graines qu'on achète dans le commerce, par exemple les pommes de terre qui commencent à germer, et ben on s'est dit, vous allez les planter. On a fait ça avec tout un tas d'aliments. Les avocats, ça c'est les noyaux d'avocat, tout simplement. Et on a fait ça avec beaucoup de choses. Et finalement, la semaine dernière, quand on a fait notre petite récolte, on a récupéré du romarin, des carottes, des pommes de terre, près de 3 kilos quand même, mine de rien. Bon, on vous en a amené un petit peu, mais bon, ça sera un petit peu limite pour faire une petite purée, mais elles sont toutes fraîches. Et donc l'idée vraiment c'était ça, c'est que chacun peut contribuer dans sa copropriété à avoir un échange avec les personnes âgées, les enfants. C'est très important pour nous aussi, la transmission, l'éducation. On le voit dans les écoles de Courbevoie, c'est très bien fait. Vous êtes vraiment bien engagés, donc félicitations. Également aussi pour les cantines, il y a beaucoup de bio. Mais la prise de conscience, si on veut vraiment durablement changer les choses, ça passe par la jeune génération, et en leur inculquant justement de la bienveillance, de la responsabilité, et surtout se rendre compte concrètement qu'est-ce que c'est qu'une pomme de terre. C'est pas une pomme de terre dans un sachet en plastique, dans un congelé, comment ça pousse, et toute la chaîne qu'il y a autour, en prenant une pomme de terre qui commence à germer et la planter, et voir que quelques temps après, c'est assez rapide, on en a plein, et ben les enfants sont très contents. Et les deux petits enfants qui sont là, Lino et Olivia, c'est les responsables du jardin potager. Donc avec mon épouse, on a impulsé ça, mais c'est les enfants qui se sont pris au jeu. Peut-être tu veux dire juste deux mots, qu'est-ce que tu as fait pour t'as récolté? Qu'est-ce que tu as récolté? Je sais plus. Ouais, il y a trop de monde, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, Olivia, elle a planté des radis, et on le voit aussi sur son t-shirt. Voilà, merci beaucoup. Du coup, on va vous remettre le prix, Arrache. C'est toi. Voilà, meilleure initiative citoyenne de l'année, la première qu'on remet, et on est vraiment honorés avec Bénédicte de Arrache et Monsieur le maire de vous remettre ce prix-là. Voilà. Je vais surtout le donner aux enfants, parce que c'est qui se sont vraiment appropriés le projet, et je vous invite un jour, si vous voulez, à venir découvrir notre jardin. C'est au 82 boulevard Saint-Denis. Je serais ravi de vous montrer. Et si vous avez envie de faire la même chose, avec grand plaisir, on vous dira comment on procède. Et c'est vraiment dans la grande démarche d'Arrache, le gaspillage alimentaire. Au lieu de jeter trop de poubelles et pas forcément se rendre compte finalement qu'on jette énormément de choses, on peut faire des choses assez rigolotes avec les enfants. C'est assez ludique. Et on voit que rapidement, ça porte des fruits. On a planté aussi un olivier, on a planté pas mal de choses. Et l'année prochaine, on va refaire une fête de la récolte un peu plus importante. Donc on vous invitera, et on vous invitera aussi. Comme ça, vous pourrez venir. Cette fois-ci, là, on essaiera de cuisiner ce qu'on aura récolté, et en espérant que ce soit bon. Mais ça sera un grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup.
merci beaucoup. Alors, la ville vous a fait des petits cadeaux et puis nous aussi, au pôle démocratie locale, puisque c'était sur le thème de la citoyenneté, on a un petit cadeau pour la copropriété, un nichoir à oiseaux et des graines pour augmenter votre production. Voilà. Pour cette deuxième remise de prix, j'appelle David Brexel. Vous pouvez l'applaudir? David est conseiller municipal en charge du commerce dans notre ville. Il n'a pas ménagé ses efforts pendant le confinement notamment, donc merci. Est-ce que tu veux expliquer en quoi consiste cette remise de prix et à qui tu veux le remettre? Je vais en toucher 2 mots, mais je vais surtout appeler à côté de moi Esther Miquel, qui est celle qui va recevoir le prix, parce que c'est à elle que tout le mérite revient. Elle est là. Juste en 2 mots, vous dire que Esther possède donc plusieurs restaurants de cuisine familiale japonaise en Île-de-France, et un notamment sur l'esplanade de la Défense, donc le restaurant Koedo. Et qu'elle s'est engagée dans une démarche donc, contre le gaspillage alimentaire en ayant une politique notamment sur la revente de repas de la veille le lendemain à moitié prix et surtout sur une politique de gestion des aliments qui fait qu'il y a un certain nombre de repas faits et que de cette manière on ne gaspille pas les légumes et les autres aliments qui sont utilisés et qu'elle s'engage maintenant fortement dans une démarche de production de bento, puisqu'on parle de repas japonais. Donc les bento, ce sont les boîtes en plastique recyclé et donc recyclable, ce qui fait que les bento deviennent infinis avec la même matière première. Mais je vous laisse donc en parler et expliquer beaucoup mieux que moi ce que vous faites. Bonjour, alors chez nous ce sont des mamans japonaises qui font la cuisine. On travaille uniquement des produits frais, des légumes du marché. On a un client qui fait pousser les légumes japonais pour nous qu'on ne trouve pas en France. Et depuis 6 ans, alors ça c'est une partie de l'équipe de la Défense, nous devions ouvrir le jour du premier confinement le 17 mars. Il y a eu du retard. Et entre le premier confinement et le deuxième confinement, et maintenant encore quand on a des invendus, on les emmène à l'hôpital au service des urgences pour aider les soignants. Mais sinon au quotidien, alors on fabrique un nombre de plats par jour qu'on appelle des bento, donc des plateaux repas. Si on a des invendus, et le lendemain, on les vend depuis 6 ans à la moitié prix. C'est très populaire auprès de nos clients. Donc il y a beaucoup d'étudiants ou de jeunes qui disent « Est-ce qu'il vous reste un plat de la veille ?» Et donc c'est assez populaire chez nous. Et notre grand action aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, c'est puisque pour les repas emportés, aujourd'hui, on n'a que des choses à usage unique, et on est très triste pour ce qui va finalement servir que quelques secondes et après être jeté dans la poubelle. Alors, ça fait 2 ans qu'on en réfléchit avec un industriel qui travaille dans l'automobile qui est en train de se reconvertir. Et donc l'idée, alors on devrait avoir les premières boîtes en novembre parce que ça a été reporté un petit peu à cause du confinement. Mais donc on va fabriquer des boîtes qui seront consignées. On est en train de travailler aussi avec Paris La Défense pour mettre un système de récupération des consignes au sein même des entreprises, puisque un salarié qui va prendre son repas chez nous va l'emmener manger dans son bureau. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec sa boîte concrètement? Aujourd'hui, il n'y a pas de système de recyclage, enfin de consigne. Si il le laisse sur son bureau, ça va sentir mauvais. C'est lourd, il ne va pas forcément le ramener chez lui pour le laver. Il ne va pas le laver dans les toilettes de son entreprise. Et s'il ne revient pas chez nous le lendemain, il ne va pas laisser quelque chose pourrir ou s'abîmer. Et donc, en fait, en dépit de cause, les gens jettent les emballages. Et donc, l'idée, c'est de retourner le plus proche possible du consommateur pour récupérer l'emballage à sa place. Alors, on va s'engager aussi avec un de mes voisins de Table Square pour faire un système de récupération commune et faire laver les plats, les boîtes, également sur la Défense par des restaurants d'entreprise. Donc voilà, donc un petit peu l'idée de la boîte. Et comme dit, la boîte sera en monoplastique qui permettra d'avoir un usage parfait, un nettoyage à haute température. Et quand la boîte est abîmée, on broie la boîte et on refait une boîte de la boîte. Donc c'est pour ça que la boîte sera toujours une boîte. Merci. Merci à vous et félicitations. Merci. Et je voudrais juste dire un dernier petit mot.
On est donc arrivé en mars l'année dernière pendant le confinement et je veux dire qu'on a vraiment été très 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 bien accueillis par tous les services de la mairie de Courbevoie. Quand on avait besoin de papier, on a régulièrement des gens qui passent pour voir si tout va bien. Donc un grand merci encore pour l'accueil qui nous a été réservé par la mairie de Courbevoie et tous les gens qui y travaillent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Troisième initiative, et là c'est l'incontournable Nathalie Lederman, adjointe au maire en charge de l'éducation, donc de la scolarité et du Val, et nouvelle conseillère départementale. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Nathalie. Bonsoir. Alors présente-nous le prix que tu vas remettre et surtout à qui tu vas le remettre. Alors vous allez adorer, moi j'adore. Je ne sais pas si vous avez remarqué où nous sommes en ce moment sur scène, là, avec Arrache et avec mes collègues et monsieur le maire. Nous sommes dans une maison anti-gaspi. Tout le monde a remarqué le décor depuis tout à l'heure. Donc voilà, nous vous présentons la maison anti-gaspi, faite par les enfants de 9 structures périscolaires en un temps record, puisqu'ils ont démarré à la rentrée. La rentrée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un projet qui a été mené qui a été initié avec les services environnement de la ville et avec le pôle environnement du Val, dont la représentante est ici, Anne Galopin, et que je félicite. Voilà. Un petit mot rapide sur le pôle environnement du Val et Anne Galopin qui est là, qui fait toute l'année, qui mène toute l'année des projets formidables avec les enfants de la ville, sur tout ce qui est environnement, développement durable, etc. Et donc ce projet-là a été fait dans le cadre de cette remise de prix aujourd'hui. Et du coup, Anne, je vais vous laisser expliquer plus en détail ce que vous avez fait avec les enfants qui sont là. Vous êtes très beaux. Bonsoir. Donc voilà, comme Madame Lederman disait, donc je suis Anne Galopin, directrice donc, du pôle nature du Val. Donc on met en place voilà, des actions, des ateliers pour les enfants du Val sur les temps périscolaires. Donc ça va du jardinage, puisqu'on a des jardins pédagogiques sur 2 structures, au développement durable, l'écologie, etc., la biodiversité. Et donc la mairie, très investie sur le gaspillage alimentaire, le Val, bien évidemment, a voulu participer pour transmettre et sensibiliser les enfants sur cette thématique. Donc en collaboration avec la restauration et le service du développement durable, voilà, les enfants ont été sensibilisés. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé. Donc voilà, il y a eu la réalisation de cette maison anti-gaspillage, où finalement on s'est dit au début, tiens, on va proposer voilà, ces œuvres-là pour la remise de prix. Et puis les enfants ont tellement aimé qu'on s'est dit pourquoi pas pour en faire des outils pédagogiques pour continuer voilà, à les sensibiliser tout au long de l'année. Donc c'est vraiment voilà, un thème qui va être prolongé sur toute l'année scolaire. Et je pense qu'on parlait de transmission, les enfants vont pouvoir transmettre toutes les trucs, les astuces et des recettes aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de recettes aussi. Voilà, donc un grand merci à eux. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y en a un ou une qui veut prendre la parole, les enfants ? Non. Bon, et ben voilà. Et ben merci pour eux en tout cas. Voilà. Du coup, je vous remets un prix collectif, le diplôme pour tout le monde. Et Anne, je vous le remets. Et puis un petit cadeau à chacun d'entre vous. Il y en a un pour toi aussi. Félicitations à tous. Et du coup, on compte sur vous pour apprendre ça à tous vos camarades, parce que c'est un peu ça l'objectif de l'exercice, c'est que derrière, on compte sur chacun d'entre vous là, pour expliquer tout ce que Anne et les animateurs vous ont expliqué pendant les 2 derniers mois, pour aller raconter ça à vos petits frères, vos petites sœurs, vos grands frères, vos grandes sœurs, vos parents, accessoirement, et puis vos camarades. Voilà. Bravo.
Le dernier prix, c'est Monsieur le maire qui va le présenter. Ce que je vous propose, avant que Monsieur le maire prenne la parole, c'est qu'on puisse montrer une petite vidéo pour voir qui est le lauréat, et Monsieur le maire ensuite prendra les choses en main. Monsieur le maire, je vous en prie. Vous pouvez applaudir. Je ne savais pas qui aurait ce prix, puisque je viens de le découvrir maintenant. Et quand vous regardez les photos, je pense que vous avez trouvé à qui c'était. C'est un homme courageux. Je ne savais pas que je devais parler de vous, voyez. C'est un homme courageux, un homme qui aime son pays, qui est l'Iran, qui était l'Iran avant, et pas l'Iran d'aujourd'hui, si je peux me permettre. C'est un homme qui a dit qu'il y a de la misère dans le monde. Je ne sais peut-être pas faire des poèmes, même si je cite, disons, des poèmes du XIIe ou XIIIe siècle, et je les récite. Eh bien, j'ai une force, moi. Je vais faire la photo. Et dans la photo, je vais me promener un petit peu partout, et puis je ne vais pas demander aux gens de poser, parce que s'ils posent, ce n'est pas l'intéressé, de regarder ce qui se passe autour de moi. Et ma force à moi, ça ne sera pas les armes, ça ne sera pas l'écriture, ça sera la photo. Et c'est comme ça que vous avez défendu, vous reparlez de votre pays, parce qu'il faut quand même, c'est un joli pays, la Perse c'est quelque chose de beau, l'Iran c'est quelque chose de beau, c'est pas parce que les politiques sont là que le pays n'est pas beau, le pays reste toujours, il y a des racines. Il s'est dit un jour je vais me promener, et puis on a eu la chance aujourd'hui que vous soyez, disons, invité par Pascal Signolet, pour que vous soyez un des parrains de ce 11e festival, et donc j'appelle Reza Degadi. À vous. Évidemment, vous remettre un prix pour vous qui en avez tellement, mais je crois que celui-là, il vient de Courbevoie, il est meilleur encore que les autres, croyez-moi. Soyons modestes. Ouais. Attends, j'aurais fait une petite diversion à Arrache, parce que notre ami, là, qu'on a entendu parler, qui fait partie de l'ONU, c'est très bien, qui m'invite aussi, c'est très bien. Mais je crois que si on veut vraiment continuer à travailler comme on l'a fait, appuyons-nous sur les maires. Quels que soient les maires de toute couleur et de tout pays. C'est les maires qui peuvent décider dans leur ville ce qu'il faut faire à Arrache. C'est personne d'autre. Ce n'est pas les gouvernements. En plus, il faut bien penser que quand vous livrez, disons, de la nourriture dans ces pays-là, ça ne va pas toujours au peuple. Donc il faut que ce soit les associations reconnues qui reçoivent, disons, ces aliments et qui distribuent eux-mêmes. Car si c'est le gouvernement qui les distribue, ça ne va pas toujours à ceux qui pourraient l'attendre. C'est un problème politique, c'est un problème difficile. C'est un problème difficile parce que quand j'ai été député, vous l'avez rappelé, j'ai essayé de faire même, disons, des audits sur des associations humanitaires. Ça m'a été interdit parce qu'il ne fallait pas. Je me dis que ce n'est pas normal. Donc, quand il se passe quelque chose aujourd'hui, si vous ne prenez pas pour le donner aux autres, ce n'est pas les gouvernements qui vont le faire.
C'est très important. Vous savez, je suis rotarien depuis longtemps et on a un jour pensé qu'il fallait donner de l'eau dans ces pays d'Afrique. Le Rotary a créé une association qu'on appelait Eau Vive. Et quand on avait de l'argent, et le Rotary International en donnait aussi, on allait directement nous planter, disons, de l'eau, c'est-à-dire qu'on faisait un puits, et ce puits, on le faisait garder par des Rotariens africains. Et c'est comme ça que les petits villages se sont créés autour de l'eau, parce qu'ils avaient de l'eau. On n'allait pas passer par le gouvernement, on l'a fait directement nous-mêmes. C'est la même chose pour la nourriture. Si vous passez par les gouvernements, quels qu'ils soient, ça ne fonctionnera pas. Et en ce qui concerne en France, il n'y a que les maires qui peuvent travailler. Imaginez que les maires d'Afrique se rendent compte en disant « nous, on va faire ce qu'on fait en France ». Vous vous rendez compte? Là, ça va solutionner le problème. Parce que personne n'essaiera de tirer à soi. Parce que la nourriture qu'ils prennent, ils la revendent. Tandis que les maires ne le feront pas. Les maires, ils prendront la nourriture pour la donner à leurs administrés. C'est de l'utopie? Peut-être. Mais c'est comme ça qu'il faut arriver. Et donc, je n'ai pas osé lui dire, mais c'est bien ce qu'il fait. Et ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne mieux si tous les maires s'en occupent de France. Je disais dans certaines réunions, et en particulier l'année dernière, quand on parlait de l'environnement, c'est bien gentil d'attendre que les gouvernements vous donnent de l'argent. Ils se réunissent avec les COP 16, 17. On donne de l'argent, des milliards. Vous ne les verrez jamais. Par contre, quand les maires font quelque chose, vous le voyez. Donc si tous les maires du monde entier se disaient on va faire quelque chose, croyez-moi, la planète sera aussi en particulier sauvée. C'est pas autre chose. Voilà, Arash. Reza. Les autres, les diplômes, vous les enlevez, vous mettez que celui-là de chez vous. Et c'est le plus beau, parce qu'il vient du cœur, celui-là. Croyez-moi. Et merci pour tout ce que vous faites. Vous défendez votre pays, vous êtes un humanisme. Et ça, c'est quand même très important pour nous. Sinon, je crois que vous n'auriez pas été invité ici. C'est parce que vous avez un grand cœur. Merci. Monsieur le maire, je crois que Reza il a également quelque chose pour vous. Ah. C'est un avocat. Une de mes photographies, voilà, c'est pour vous offrir une de mes photographies préférées, que j'aime beaucoup, et tout est pour vous. Et c'est une photographie que j'avais faite le 14 février, le jour de Saint-Valentin, que je cherchais à trouver une photographie qui représente l'amour et Paris. Et voilà ce que j'ai trouvé finalement. Il y avait beaucoup de neige. Je me disais que sous sa neige, il n'y aura rien, je ne trouverai rien. Et finalement, comme un cadeau, je trouvais cette couple sous ce parapluie rouge et un petit oiseau qui est arrivé aussi pour compléter. J'ai pensé à vous. Je me suis dit que vous êtes aussi un homme amoureux de la ville, amoureux, en plus d'amoureux certes de la famille. Amoureux tout seul, hein? Tout seul aussi, voilà. Pourquoi? J'ai senti vraiment dans vous cet amour propre que vous avez. Et plus je commence à connaître les activités de ce que vous menez, surtout ce soir avec la présentation de Arash et Jean Moreau par rapport à gaspillage alimentaire, parce que quelque part, comme vous avez vu dans mes voyages, moi je vois la famine. J'ai vu la famine, j'ai vu comment les gens y meurent de faim. Et cette action, quand on vous a demandé dans 10 ans qu'est-ce que vous allez faire, je suis persuadé qu'avec votre appui et la volonté, la passion que je connais dans Arash, le Courbevoie deviendra le centre mondial de ce loi gaspillage international. Et tout le monde va être ravi et content que vous êtes initiateur de cette histoire. Continuez comme ça, vraiment, et continuez votre amour et passion pour le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, je vais vous dire, il y a beaucoup de symboles dans ce tableau. Il y a d'abord un symbole de la Tour Eiffel. Vous savez que la Tour Eiffel a été construite à côté de Courbevoie, puisque c'était Levallois. Et à un moment, la Tour Eiffel aurait dû être à Courbevoie. Et puis le maire de l'époque n'a pas pu ou n'a pas accepté que ça soit. Donc c'est parti directement au Champ de Mars. Sinon, ça aurait pu être à Courbevoie. La deuxième chose, c'est que vous avez de l'amour, c'est vrai. Vous avez un temps gris, mais vous avez aussi 2 amoureux qui sont là, et avec cette étoile, et avec ce parapluie et cette ombrelle. Puis la troisième, c'est les libertés, c'est l'oiseau. On a besoin vraiment beaucoup de liberté, et vous savez de quoi vous parlez. Quand on a la liberté, comme on a chez nous en France, on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est quand on l'a plus qu'on sait ce que c'est, la liberté. Alors continuons dans ce domaine. Et vraiment, vous avez un grand cœur. Et croyez-moi, on vous aime beaucoup à Courbevoie. Merci à vous.
On va demander à tous les lauréats de venir pour faire une photo de groupe, s'il vous plaît. Et aux élus également, s'il vous plaît.